Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café qui est enregistré à la suite de l'épisode hebdomadaire, donc le 31 janvier 2023. On a fait le tour de l'actu essentielle de la semaine avec les intelligences artificielles et les histoires de gros sous avec un peu les résultats financiers du moment. Il est grand temps maintenant qu'on puisse aborder tous les autres sujets tech qui ont mérité leur place dans la veille de Guillaume Podjaspala et on va pouvoir commenter ça ensemble dans un ton un peu décontracté. Je suis Guillaume Vendée, je suis donc ravi de retrouver Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, on se pas week-end du coup, donc c'est plus week-end. Eh ben, c'est un supplément. Voilà, c'est un supplément de la semaine qui sort presque le week-end. Les personnes qui nous soutiennent sur Patreon ont la chance de voir l'épisode assez tôt arriver dans la foulée de l'épisode hebdomadaire. Et on leur fait d'ailleurs un coucou. Et on rappelle d'ailleurs que les personnes peuvent justement soutenir un peu le boulot qui est fait derrière Tech Café en allant sur patreon.com/techcafé. Toutes les infos sont plutôt clairement annoncées. Vous pouvez mettre quelques euros par mois à la hauteur de ce que vous trouvez juste pour nous accompagner dans ce projet. Et puis, bien évidemment, on sera ravis de vous voir envisager le sujet ou de déposer un avis sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Sans autre forme de procès, Guillaume, pour cet épisode supplément, tu voulais nous retourner. Non, pas du tout. Tu voulais pas nous retourner le cerveau. Je te soupçonne pourtant de vouloir nous retourner le cerveau, mais c'est pas ton objectif. Tu nous voulais nous ramener en Russie parce qu'en Russie, il y a un moteur de recherche et en fait même quelque part un géant de la recherche, même à l'international, dans toutes les proportions que ça peut avoir, qui s'appelle Yandex. Alors, on en avait parlé de Yandex notamment à l'occasion du début de la guerre en Ukraine en février 2022. Là, on reparle un petit peu de Yandex. Alors, pas justement dans le cadre de cette guerre en Ukraine, ou en tout cas pas directement. Yandex a été hacké, et en tout cas, c'est même le code source de Yandex. C'est la première fois, Guillaume, qu'on peut mettre les mains dans le cambouis du code source d'un moteur de recherche. Eh oui, le dépôt Git de Yandex s'est fait hacker, ou alors il a été leaké, on ne sait pas, par un employé, peut-être pour des raisons politiques d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que 45 gigaoctets de sources se sont trouvés dans la nature, comme ça, sous forme de torrent. Donc Yandex, c'est le moteur de recherche russe, donc qui est le numéro 5 mondial du secteur. Alors, comme ça, c'est vrai que ça fait un peu cool, mais bon, les moteurs de recherche, les pourcentages maintenant. Voilà, ils sont quand même très très concentrés, puisque c'est Google à 87%, le moteur de recherche c'est Bing à 7%, et du coup il reste pas grand chose pour les autres, hein. Donc après il y a Yahoo, puis DuckDuckGo, pour seulement 2, c'est hors Chine, hein, évidemment tout ça, et hors pays asiatiques. Oui, c'est hors Chine. Mais voilà, après, donc DuckDuckGo, c'est 2,42%, mais ça écrase Yandex, qui n'est qu'à 0,12. Donc voilà, il a 0,12% du marché, mais il est quand même 5e. Bon. Oui. Et oui, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, du coup, on se retrouve quand même avec le code source d'un moteur de recherche, et on peut savoir effectivement un peu ce qui se passe dans son algorithme. Hein. Voilà, il y a enfin de la transparence. Quels sont les critères de classement ? C'est une mine d'or pour les amateurs de SEO, évidemment, donc on va passer des nuits blanches pendant plusieurs mois. Donc il y en a 1922. Pas beaucoup de surprises, hein. Il y a 1922 critères, donc accrochez-vous, on va faire une série de 57 épisodes suppléments pour tous les lister. Non, pour résumer, le premier facteur, c'est le PageRank, tout simplement. Comme sur Google, en tout cas à l'origine, hein, c'est-à-dire que voilà, plus il y a de liens qui pointent vers un site web, plus son PageRank sera élevé. Évidemment, il faut aussi faire un petit peu attention à la qualité des sites qui font référence à la page en question. En général, le PageRank est abrévié PR, et il est noté de 0 à 10. Donc la moyenne c'est 5, donc si tu as disons 3-4, tu as une bonne chance d'apparaître dans le moteur de recherche assez haut. Si tu es le seul à parler de ton sujet, ce sera même encore moins que ça, ce sera 0 ou 1. Et donc il y a ce critère-là qui est le critère maximal, mais après il y a aussi d'autres critères qui sont les plus utilisés, c'est ne pas être trop vieux, tout simplement. Donc voilà, trouver une page qui n'est pas là depuis trop longtemps, avoir beaucoup de trafic, qui ne soit pas généré par des moteurs de recherche, donc voilà, du vrai trafic, ne pas être suroptimisé comme un port, tu vois, avec un PR de 0, parce que tu penses à ces pages qui sont des vomis de mots-clés, en fait, ou qui ont des vomis de mots-clés en bas. Être sur un serveur fiable, parce que ça peut être sympa de pouvoir te connecter un peu quand tu veux au truc. Être Wikipédia, ça c'est un super critère, si t'es Wikipédia c'est bon. Avoir des mots-clés dans son URL aussi, il y a pas mal des trucs comme ça. Et bon, finalement, je vous rassure, hein, parce qu'il y a 1922 facteurs, mais ils sont pas tous utilisés en même temps. En fait, il y en a 200 qui ont une tag inutilisée, bon, et il y en a presque un millier qui ont une tag obsolète. Donc tu vois, vous pouvez aller les voir d'ailleurs, hein, si vous voulez. Alors, par contre, les descriptions sont en russe, donc débrouillez-vous, mais il y a la liste complète disponible. Donc un moteur de recherche doit s'adapter, c'est ça qu'on voit en fait, hein, c'est qu'ils ont des myriades de critères qu'ils testent, qu'ils enlèvent, qu'ils mettent. Donc voilà, c'est vraiment un moteur de recherche, ça doit se mettre à jour constamment, c'est vivant quoi, hein, c'est un boulot énorme. Il suffit pas de juste laisser les robots se balader sur toutes les pages web, voilà, et mettre à jour une espèce d'énorme index. Et voilà, il y a plein de choses à tester tout le temps. Tu vois que c'est quasiment de l'artisanat en fait. Hein.
C'est intéressant en tout cas pour ceux qui travaillent dans le SEO, probablement que ça vous fera une liste de courses. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui soient découvertes à cette occasion, hein. C'est plein de choses qui étaient déjà un petit peu connues. J'imagine qu'il n'y a pas d'éléments relatifs à du contenu généré par intelligence artificielle, parce que ça va se mettre à jour probablement très vite. On s'éloigne du sujet parce qu'on parle de hack ou peut-être de leak de collaborateurs. La transition est facile pour parler un petit peu de l'activité des cybercriminels. Comment ils se portent, Guillaume, les cybercriminels? Est-ce qu'ils publient eux aussi leurs résultats comme les grandes entreprises en cette fin de janvier? Non, mais on a des résultats quand même. Et on sait que l'étau se resserre sur les cybercriminels, hein, comme on dirait sur BFM. D'un côté, le DOJ, le Department of Justice, a réussi à infiltrer le groupe de ransomware Hive, donc la ruche. Donc c'est un groupe qui est plutôt actif, hein, qui a quand même empoisonné la vie de 1500 victimes dans 80 pays. Donc les Américains ont travaillé avec les Hollandais et les Allemands pour saisir les serveurs et le site de Hive. Ils ont fourni 1300 clés de décodage, donc déchiffrement, dont 300 à des victimes qui sont même en cours, en fait, de négociation avec ce gang. Et tout ça, ça représente quand même 130 millions de rançons, qu'il n'y aura pas à payer, quoi. Donc des bonnes grosses sommes, hein, qui expliquent d'ailleurs l'engouement pour cette méthode d'extorsion, qui est quand même super bien organisée, on en avait déjà parlé. Mais bon, une fois que tu as les fonds, ils sont en crypto la plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? Au cours de nos jours, tu peux presque rien acheter en crypto, donc il faut passer par des bourses en ligne pour faire son petit retrait à l'automate, tu vois. Or, les cryptos, c'est absolument nul pour les criminels, en fait. Tout est public. On peut suivre les fonds d'adresse en adresse, et Chainalysis ne s'en prive pas. Il en fait profiter les forces de l'ordre, et il pond un rapport annuel sur la cybercriminalité, et en fait, ce qu'il remarque, là, cette année, c'est une nette concentration du métier. Donc, les bourses qui acceptent de traiter les fonds des criminels sont en général les plus connues, hein. Une structure plus petite, plus discrète et pas si nombreuse. Il n'y en aurait que 915, un nombre en constante diminution d'ailleurs, mais surtout 5 bourses se partageraient la grande majorité des transferts. La concentration est la même pour les adresses, puisqu'il y a à peine 542 adresses qui ont reçu plus de la moitié de la totalité des fonds volés l'an dernier. Il y a 4 adresses qui ont reçu plus de 2 milliards de dollars, l'équivalent de 2 milliards de dollars. Et tout ça, on le sait, Chainalysis le sait, je le sais, tout le monde le sait, vous le savez. Donc voilà, c'est une portion énorme des fonds volés se baladent en plein jour, dans des endroits qui sont très bien définis, on sait bien où c'est forcément un moyen rêvé de couper facilement l'herbe sous les pieds des criminels. Donc les bourses en question ne sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe par contre, hein. En fait, les fonds qui leur arrivent sont souvent mixés, blanchis en quelque sorte. Donc Chainalysis ne donne pas tous les noms. Certains sont russes, on le sait, mais il y en a beaucoup qui sont tenus secrets parce qu'ils sont en cours d'investigation ou en cours d'opération. On ne sait pas exactement d'ailleurs non plus si cette super concentration est juste le résultat des multiples opérations de police, hein, donc du fait que ça se resserre, ou bien si c'est juste l'hiver crypto qui a flingué plein de structures, c'est peut-être ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est une aubaine quelque part. Donc on savait déjà que les cryptos étaient à l'eau double tranchant, hein, pour les criminels. Là, ça devient de plus en plus vrai en fait, hein, au plus il y a de concentration. Après, c'est aussi possible que les cryptos évoluent d'une manière qui va pas plaire aux régulateurs, parce que dernièrement, Vitalik Buterin, donc, qui est co-créateur d'Ethereum, a proposé sur son blog un système d'adresse cachée pour Ethereum, parce qu'il est bien conscient de ce problème de transparence. Tout dépend du point de vue, hein, évidemment. Donc il dit, je cite, la vie privée reste le plus grand challenge de l'écosystème Ethereum, et effectivement, étant donné qu'une blockchain c'est par essence un registre public et que tout le monde peut télécharger et consulter, forcément, l'idée donc ce serait de créer une adresse chiffrée pour recevoir anonymement des fonds, ce qui reviendrait à générer une nouvelle adresse à chaque fois. Il y aura une sorte de clé de dépense pour y accéder. Alors pour le moment, c'est juste une idée, et il y a déjà d'autres cryptos d'ailleurs qui ont fait leur réputation sur la discrétion, hein, comme Monero ou Zcash. Si Ethereum devient un jour comme Zcash, évidemment ça pourrait la rendre très attrayante pour plein de gens, hein, y compris évidemment pour une classe particulière d'utilisateurs. Donc voilà, pour l'instant, le Bitcoin reste très utilisé d'ailleurs pour les ransomware, ce que je comprends pas, parce que c'est quand même pas forcément non plus là. C'est une de celles qu'on suit le plus facilement, quoi. Mais bon, je comprends rien à tout ça, mais voilà, en tous les cas, concentration de plus en plus importante. Ouais, effectivement, le Bitcoin, on l'avait dit, hein, qui a repris un regain d'intérêt, on va dire, depuis le 10 janvier, là, une hausse à nouveau. Bon, c'est pas non plus une envolée, donc une activité crypto qui reste contenue, on va dire. Pendant qu'on est dans les cryptos, tu as une petite mention des cartes grises qui pourraient exploiter la techno blockchain en Californie. Est-ce que enfin quelqu'un va parvenir à te faire mentir et à trouver une utilisation à la fois pragmatique avec de la plus-value, économe en énergie et qui rendent des vrais services, Guillaume? Écoute, peut-être que les NFT vont se révéler dans le grand public via les voitures, en fait, hein, parce que là, c'est le département des véhicules motorisés californiens qui veut mettre les cartes grises dans la blockchain. Alors précisément, ça serait une sorte de sous-blockchain privée basée sur celle de Tezos.
Alors, l'idée, ce serait de gérer dans les titres de propriété des voitures, de les gérer en fait comme des NFT dans la blockchain du DMV, donc le département des véhicules motorisés, et qui peuvent être revendus comme des NFT et pas falsifiés, en tout cas pas falsifiés facilement. Une difficulté qu'on n'a pas ici, là-bas quand même, aux États-Unis, c'est la gestion État par État des cartes grises. Oui. Et j'ai l'impression que la fraude est plus commune, voilà, dans le pays. On peut revendre une espèce de ruine sans trop le dire en passant d'un État à un autre. À supposer que tout le monde adopte le format, ça permettrait d'éviter ça. Alors cette histoire d'instance privée de la blockchain Tezos, c'est pas complètement clair pour moi. Est-ce que c'est géré sur Tezos quand même ? Est-ce qu'il faut une clé pour lire les trucs, ou est-ce que c'est géré par Oxhead ? Puisque en fait le DMV fait un partenariat avec Oxhead, qui est une boîte crypto, qui va gérer leur truc, quoi, techniquement. Mais bon, si c'est géré par une seule boîte, à quoi ça sert de faire une blockchain ? Je suis pas complètement au point sur ces détails-là. En tout cas, c'est quand même effectivement un usage crédible au quotidien, tu vois. C'est-à-dire, si tous les États s'y mettent, dans l'idéal, il faudrait que tous les États s'y mettent, effectivement. Voilà, le titre de propriété de ta voiture, s'il est dans la blockchain, donc tu peux valider plus facilement son authenticité. Donc je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'États qui pourraient être partants, hein. On pense évidemment à la Floride, parce que Miami quand même va être la capitale des cryptos, ou New York, hein. Bon, par contre c'est vrai qu'il y en a d'autres, je suis pas sûr que l'Oregon ou le Wyoming, je sais pas. Est-ce que on pourrait pas faire juste la même chose de manière centralisée sans la blockchain ? Spontanément, je vois pas la valeur ajoutée de la blockchain sur... Honnêtement, ça dépend si c'est... En fait, j'en sais rien, pour être honnête, hein, j'en sais rien. Ok, bon. Parce que moi, c'était vraiment l'enseignement, quoi. Je n'étais arrivé à la conclusion que oui, tout ça, c'est des propositions qui, d'un point de vue usage, fonctionnent. Maintenant, aujourd'hui, un truc centralisé qui servirait pour tous les États-Unis, s'ils tombent d'accord pour utiliser la même blockchain et la même techno, on va dire, parce qu'ils empêcheraient d'utiliser un service centralisé qui serait géré par le... Bon, bref. Après, après, ça dépend à quel point tu tiens à la décentralisation des trucs État par État, quoi. Oui, et c'est sûr que si le problème c'est le passage d'État en État, si t'as un truc fédéral, voilà, tu vois, on s'en fout un peu, mais ouais, apparemment il y a une question là-bas comme ça, donc faudrait voir, je sais pas trop. Ok, peut-être qu'il y a justement un besoin d'écarter une espèce d'autorité fédérale sur le sujet. Bon, écoute, à creuser. Tu vas nous parler du RSA, mais pas le revenu c'est quoi ? C'est le revenu solidarité active, oui, c'est ça, en France. Mais c'est pas ça, pas du tout. C'est le protocole de chiffrement, Guillaume. Oui, parce que le monde entier est au RSA en fait, et il va y rester au RSA. Ah, c'est beau. C'est un fait. Le monde entier est au RSA, et c'est pas la déclaration ubuesque d'un gauchiste qui prêche le droit à la paresse. Non, c'est un fait. Tout le monde utilise l'algorithme de Rivest, Shamir et Adelman pour sécuriser les communications sur Internet, et même en général d'ailleurs. Donc ces systèmes asymétriques, clé privée, clé publique, c'est omniprésent, ça repose sur le fait qu'on ne peut pas facilement factoriser de très grands nombres, même si on peut facilement vérifier que tel nombre est facteur d'un autre, parce que justement il faut faire, pour deviner la clé privée, c'est qu'il faut faire, en fait, il faudrait factoriser un énorme nombre. Et enfin, c'est facile de factoriser un nombre, mais c'est long, en fait, c'est pas que c'est difficile à faire, c'est que c'est juste très 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 long. Et il y a un gars qui s'appelle Peter Shor, en 94 déjà, qui a conçu un algorithme qui peut factoriser beaucoup beaucoup plus vite des nombres si on a un ordinateur quantique. Le seul petit détail, c'est qu'il faut un ordinateur quantique. Parce qu'on peut paralyser le calcul sur des qubits qui peuvent prendre simultanément plein de valeurs. Bon, enfin plus, voilà. Donc c'est la chronique d'une mort annoncée depuis, parce que voilà, l'ordinateur quantique il est prévu depuis 30 ans pour la décennie d'après, et on n'a jamais été aussi proche d'en avoir un généraliste, comme depuis 30 ans. Donc je suis un peu railleur, mais bon, en fait, il y a eu beaucoup de recherches et de progrès depuis. Il y a de vraies machines quantiques qui sont apparues, qui sont même quand même été commercialisées. Elles ne sont pas polyvalentes, mais elles commencent à devenir suffisamment puissantes pour espérer faire des vrais trucs utiles, quoi. Il y a des machines qui sont plus polyvalentes, qui ont des centaines de qubits qui sortent régulièrement, par exemple chez IBM. Pourtant, on est quand même assez loin de la révolution qu'on espérait en grande partie, il y a peut-être 20 ans de ça. Et c'est en grande partie parce que les qubits qu'on sait faire sont extrêmement fragiles. Ils sont très sensibles, trop sensibles, donc du coup ils perdent leur qualité quantique trop rapidement, trop facilement. Alors pour améliorer la robustesse de tout, on peut regrouper les qubits, mais bon, comme on n'a déjà pas des masses en fait, quand on les regroupe on en a encore moins au final, et donc voilà, on a des machines avec très peu de qubits utiles, et du coup c'est utile pour la recherche, mais c'est tout quoi. Et les qubits, il en faut pas mal. Une clé RSA moderne, c'est entre 1024 et 2048 bits, enfin c'est soit 1024 soit 2048 bits. Avec l'algorithme de Shor, il faudra quand même 20 millions de qubits, donc 20 mégaqubits, et 8 heures de calcul pour casser une clé. Donc selon une estimation courante.
Donc 20 millions de qubits, c'est beaucoup, c'est quand même beaucoup, surtout qu'on veut 8 heures de calcul. Sous-entendu, 8 heures de calcul en superposition quantique, donc ça veut dire qu'il ne faut pas péter, tu vois, les informations dans les qubits avec des fluctuations ici ou là, il faut des trucs qui soient vraiment super solides, super stables, et ça on les a pas, loin de là. Donc il y a 3 semaines, par contre, il y a un article chinois qui a fait d'énormes bruits, qui a prétendu trouver un moyen d'effectuer la factorisation avec 372 qubits. Alors d'une manière astronomiquement compliquée, mais avec un nombre de qubits dangereusement proche de ce qu'on a déjà, puisque IBM a sorti une puce à 400 qubits l'an dernier, et il en prévoit plus de 1000 cette année. Bon, donc la question RSA, la fin de nos droits semblait proche, tu vois, trop proche, et c'est un peu la panique. Alors heureusement, apparemment, ils se sont plantés. Parce que l'article des chercheurs chinois fait une erreur dans leur utilisation d'un autre algorithme qu'ils voulaient optimiser avec du quantique dedans, et après il semblerait que ce soit pas possible. Et par ailleurs, l'algo n'est pas prouvé d'ailleurs comme étant essentiellement plus rapide que le classique. Et pour achever de nous rassurer, il y a des chercheurs de chez Fujitsu qui ont indiqué que craquer le RSA avec un minimum de qubits, de leur point de vue, ça demanderait 10 000 qubits, là encore des qubits parfaitement stables, et des milliards de portes logiques quantiques. Tout ça pour un temps de calcul pas si impressionnant que ça, de plus de 3 mois. Alors, c'est beaucoup mieux que si tu faisais ça sur des ordinateurs normaux où ça prendrait, je sais pas combien de milliers d'années, mais bon, c'est quand même, c'est pas si peu. Et en fait, même cette estimation est assez sceptique. Donc voilà, la conclusion, c'est que la mort du RSA a été vraiment très exagérée. On peut tous rester au RSA pendant encore un bon moment, c'est rassurant. Bah écoute, je suis rassuré, très bien. On va pouvoir garder le RSA comme référence. J'adore ces news où tu sais pas que t'es en danger, tu dis un truc et en fait oui. Tout va bien. Tout va bien, c'est beau, c'est créer l'ascenseur émotionnel, c'est tout un savoir-faire. On parle de ton chouchou dans le domaine des processeurs, Guillaume, on revient parler un peu de RISC-V. Et oui, je vais réussir à placer du RISC-V encore dans cet épisode avec cette carte mère équipée d'un processeur i5 quad-core à plus de 2 GHz et gravé par Intel. Alors ça reste de la carte pour les développeurs, pour tester les trucs, pour porter du code, pour se faire la main. On n'est pas encore dans un remplacement du PC de bureau, mais on s'en rapproche quand même. La puce, c'est donc 4 cœurs. Son architecture est pipelinée sur 13 étages et on est out of order triple issues. Donc en clair, ça veut dire qu'elle est capable d'exécuter jusqu'à 3 instructions par cycle et qu'elle est capable de réorganiser tout le code à la volée pour pouvoir le faire. Elle a un cache de niveau 2 privé sur chaque cœur et un cache de L3 partagé. Tout ça pour dire que si on devait faire une analogie, on pourrait rapprocher ces cœurs des cœurs ARM Cortex A57. Parce qu'ils sont aussi 3-way out of order 64 bits, typiquement 4 cœurs. Et bon, c'est un CPU de 2012, c'est vrai, mais quand même. Surtout, il sera gravé en Intel 4, qui lui est un processus très récent, et qui supporte, c'est le dernier, quoi, et qui supportera la DDR5. Donc RISC-V finalement avance assez vite, de totalement inconnu il y a pas si longtemps, à expérimental ou niche il y a 2-3 ans, tu vois, cette puce i5 désormais elle a le niveau pour faire tourner un smartphone d'entrée de gamme. Et Android va être bientôt 100% supporté dessus, donc voilà, la relève se prépare activement, quoi. Trop bien, parfait. On les met de côté, nos petits RISC-V, on en reparlera. Je sais que c'est ta marotte, Guillaume. On va aller faire un petit tour du côté de la DARPA. Donc c'est l'agence de recherche pour la défense aux États-Unis. Je dis pas de bêtises, je sais plus qu'est-ce que signifie exactement l'acronyme, mais en tout cas on est dans du militaire, dans du prospectif. Bah oui. On est dans du lourd, quoi. Vas-y. Et tu vas nous parler de la DARPA pour des fusées atomiques. Alors s'il y a bien un truc que dans mon esprit j'avais mis comme étant incompatible, c'était fusée et propulsion atomique, quoi. J'avais cru comprendre que c'était quand même pas forcément hyper safe. Ah ouais, mais bon, la DARPA, il a peur de rien, tu sais, la DARPA, c'est cette agence gouvernementale qui est idéale pour écrire des comics, quoi, tu vois, c'est toujours le truc qui promeut des technologies super pointues, super fringe, quoi, voire expérimentales, quoi, tu vois. Bon, parfois, il faut quand même dire qu'ils ont eu de beaux succès, on veut dire, puisque Internet, c'est le petit-fils de la DARPA, puisque ARPANET, c'est fils de la DARPA, et donc Internet, c'est le fils d'ARPANET, donc ça a été conçu là-bas. Il y a un nombre de projets qui est vertigineux, qu'elle a eu ou qu'elle a toujours. Et il y a des trucs quand même assez connus, puisqu'il y a la souris, il y a le GPS, les drones, les avions furtifs, le robot mule, tu sais, qui deviendra le Big Dog de Boston Dynamics. Ça a commencé là-bas. Le principe de Thor, alors Thor, le réseau privé, pas le dieu avec un marteau, le réseau. Il y a les exosquelettes, il y a les technos de base des agents comme Siri ou l'assistant de Google, tu vois, il y a ce genre de trucs. Alors DARPA, ça veut dire Defense Advanced Research Project Agency. Voilà. Donc on comprend mieux le coup d'avion furtif, tout ça, c'est vraiment un truc de défense, ça, c'est l'armée.
Et bon, ils continuent évidemment à faire tout ça. Hein. Par exemple, là, leur dernière lubie, c'est effectivement les fusées atomiques. Donc, ils se sont associés à la NASA pour tester un moteur de fusée à fission nucléaire. Un principe assez ancien, dont on avait déjà probablement parlé. Hein. Le but, c'est d'avoir un petit réacteur nucléaire tout mignon, qui fait son boulot de réacteur nucléaire, c'est-à-dire il fait de la chaleur, mais il fait vraiment beaucoup de chaleur, de la chaleur brûlante. Et pour faire masse de chaleur, il n'y a pas mieux qu'un réacteur nucléaire de toute façon. Hein. Donc cette chaleur, elle va servir à faire très très mal un gaz liquide qu'on fait circuler pas loin, en fait on fait circuler autour du réacteur quoi, globalement. Donc il se prend la chaleur et du coup qu'est-ce qu'il fait? Il va plus trop envie de rester liquide, hein. Il va se détendre avec une violence absolument fascinante, une violence fascinante, si on est passionné de violence, c'est l'idéal. Et donc il va se diriger violemment vers la sortie la plus proche, qu'on oriente généralement dans la direction opposée de celle où on va avancer, et ben, ça fait une poussée qui est costaud. Alors l'idée date des années 40, hein, et la NASA a failli en faire un dans les années 60-70, et bon en fait à cause des budgets, de la complexité, ils ont abandonné. Mais bon là c'est le voyage vers Mars, et puis peut-être aussi le gros retour à la mode de la réaction du nucléaire, hein, qui motive un peu la résurrection d'un projet qui a déjà été jugé quand même trop cher, trop compliqué et trop dangereux. L'argent, la complexité, ça se gère. Et puis une fusée qui explose sur son pas de tir, ça arrive jamais. Faut pas déconner, hein. J'ai jamais vu ça. Enfin bon, parce que c'est vrai que si ça arrive, c'est Tchernobyl à chaque fois que ça explose. Mais bon, le nucléaire, c'est hype. Hein, apparemment, la NASA réfléchit même à faire des réacteurs de poche pour alimenter des bases extraterrestres, des bases martiennes par exemple, des bases permanentes. Après, oui, ça donne un moteur plus efficace. Sur le papier, ça peut réduire d'un quart la durée du trajet Terre-Mars. Et c'est 3 fois plus efficace que les moteurs fusées qu'on a. Donc ça veut dire qu'on va devoir aussi emporter moins de carburant. Moins de carburant, ça fait plus de place pour, par exemple, pour que les astronautes puissent vivre, tu vois. Avec, pour de la viande et des ressources pour la viande humaine. Exactement, pour de la viande, de la viande vivante et morte, en tous les cas, de la place utile. Et donc la DARPA veut tenter le coup d'ici à 2027. En attendant, et parce qu'il faut bien s'occuper, elle a un autre projet qui consiste à apprendre à des Marines à faire des cookies. Alors, ils sont pas très doués en cuisine, les soldats, hein, donc elle emploie les grands moyens. Le cookie n'est pas très compliqué pourtant. Bah écoute, peut-être, mais en tout cas, et là, on passe à la réalité augmentée pour les aider. Hein. Parce que bon, faut que ça claque un peu, alors ils appellent ça le PTG, le Perceptually Enabled Task Guidance, voilà. Et le but final, c'est de permettre, avec des lunettes à air, d'améliorer, voire de remplacer les aptitudes des soldats. Par exemple, dans le pilotage, tu vois, ou la médecine. Tu vois, tu sais pas piloter un hélicoptère, ou qu'est-ce que tu fais en cas d'éventration par un obus de mortier? Je sais pas, moi non plus je sais pas. Mais grâce aux lunettes à air, tu peux recevoir un tuto en direct. Voilà, un tuto adapté à ton environnement, sur impression, comme ça en 3D. Et après, tu suis les instructions qu'on te dit, quoi. Alors pour le moment, le système tourne sur des HoloLens, dont on sait parfaitement qu'elles sont pas adaptées au champ de bataille, pour le moment, mais bon. Donc c'est sur des HoloLens et ça donne des tutos cuisine. Bon, ça marche bien, hein, voilà. Aujourd'hui, pâte à cookies. Demain, on passe au meringue, plus délicat. Et après-demain, suture de la carotide. Les meringues sont bien plus simples à faire que des cookies, voyons. C'est bien connu. Très bien, oui, c'est intéressant de commencer par des cookies. Bon, on change de registre et de pays et de contexte. Guillaume, on s'éloigne vers l'Inde, qui déclare la guerre à Google et qui a fait vœu d'indépendance en matière de système d'exploitation pour les smartphones. Ouais, en ce moment, Google vit pas sa meilleure vie. Hein. La croissance ralentit, licencie, les médias, dont nous-mêmes, lui tapent dessus d'ailleurs pour ça. Et les investisseurs gueulent parce qu'ils ne virent pas assez de gens. Bon, le département de la justice américain, en plus, et 8 États, lui colle un procès pour pratique anticoncurrentielle sur la pub. Bon, ok, ce serait Facebook, ce serait juste un jeudi. Mais Google, lui, il y a encore pire, parce qu'il a un système d'exploitation. Et même là-dessus, on n'arrête pas de l'embêter. Hein. Jusqu'en Inde, l'an dernier, le pays lui collait une amende de 162 millions pour abus de position dominante sur à peu près tout, hein, sur la recherche, sur Google Play, sur les services, sur les navigateurs, sur les plateformes vidéo, voilà, sur à peu près tout. Et du coup, il est obligé de changer un peu ses pratiques, hein, comme ne pas forcer les constructeurs à installer autant d'apps Google qui soient non virables d'ailleurs sur tous les téléphones Android, permettre aussi de choisir son moteur de recherche et autoriser les services de paiement alternatifs sur le Google Play, que des trucs qu'on aimerait bien voir ici, hein, d'ailleurs, au passage, mais bon, on verra plus tard. Google est bien obligé de se plier à la décision de la commission indienne à la concurrence, hein, parce que c'est plutôt un gros marché. 97% des 600 millions de téléphones du pays sont sur Android quand même. Ah oui, la vache. Et oui. Alors Google, du coup, se montre plein de bonne volonté. Bon, ils font quand même appel, hein, parce qu'il faut pas déconner. Mais on dirait quand même que les Indiens ont plus confiance. Voilà. Et du coup, ils veulent faire leur propre système d'exploitation mobile. Alors ce truc s'appelle BarOS.
Alors, BarOS pour Bharat OS en fait, puisque Bharat ça veut aussi dire Inde. Bharat ça vient de Bharata en sanskrit, c'est le nom des descendants de l'empereur légendaire Bharat, qui est père de la nation indienne, dont l'histoire est contée dans le Mahabharata, qui veut dire c'est beau, grande putain, guerre du Bharat. Voilà. Bon, sinon l'OS, parce que... Sinon, CentOS. Alors, CentOS, il a été conçu par... Excuse-moi, c'était préparé ou tu connais vraiment ces éléments? Le Mahabharata, j'avais déjà entendu parler, même si je ne l'ai pas lu, Okay. je vous rassure tout de suite. C'est Okay. le plus long poème jamais composé, paraît-il, mais bon, j'ai jamais lu, c'est un truc interminable, j'ai jamais lu. Donc, sinon, CentOS, parce que, ouais, quand même. Donc, il a été conçu par John Copps, qui a fait un diaporama PowerPoint écrit très gros, avec pas beaucoup de pages, où on apprend donc pas grand-chose. On apprend que l'OS n'a pas de store privé, par exemple, il n'a pas il a pas d'application par défaut, il se met pas à jour automatiquement, voilà, par Wi-Fi. Il envoie aucune donnée personnelle à personne, et puis c'est à peu près tout. En fait, il n'y a aucun détail technique nulle part, et il faut regarder les photos d'écran et les vidéos pour commencer à se douter qu'il s'agit d'un fork Android. Parce que bon, il y a un raccourci vers DuckDuckGo, le clavier semble vraiment très familier. Donc voilà, en gros, BarOS semble être un Android où on a coupé un petit peu tout ce qui dépasse, quoi. On garde le noyau, l'interface, et puis c'est tout. Et ensuite, le reste est laissé donc à la discrétion des utilisateurs qui choisissent des prestataires. Les services seront sans doute fournis par d'autres organisations. Alors lesquelles et comment, je sais pas. Est-ce qu'il y aura des organisations gouvernementales qui fourniront les services? Et dans ce cas-là, est-ce que Narendra Modi, qui est quand même dans l'actu récente pour la censure d'un documentaire BBC peu flatteur, est plus digne de confiance que Google pour gérer les services et tes données? Aux yeux du gouvernement indien, oui. Voilà, tu vois, oui, voilà, c'est ça. C'est une question de point de vue. Je sais pas. Peut-être qu'il y a débat. Avoir un OS dégooglisé, ça se comprend très bien, mais si c'est juste pour changer de surveillance, je sais pas trop. Donc voilà. Est-ce qu'avec Bharat, on pourra avoir le beurre et l'argent du beurre? C'était beau, ça, c'était bien préparé. Bien joué, on suivra ça de près. Créer un OS mobile de zéro, ça paraît je pense compliqué, qu'aujourd'hui... Ouais, ça paraît compliqué. Bon, on va prendre Android et puis on va le faire à notre sauce quand même. Bon, mais bon, ça a pu être plus Linux, ou ça a pu être, je sais pas, un dérivé de Firefox OS. Il y avait éventuellement d'autres possibilités, mais enfin, c'est vrai que Android, ça paraît le plus probable, facilement. C'est beaucoup plus logique. Sans transition, on va aller faire un tour du côté des podcasts. C'est un sujet, vous le savez, qu'on suit puisqu'on fait un podcast. Donc forcément, ça nous intéresse, mais aussi et surtout parce qu'il se passait des choses. Il y avait notamment pas mal de sujets autour de l'exclusivité. Il y a de ça 2 ans, si je dis pas de bêtises, avec notamment Joe Rogan qui avait été recruté par Spotify. Guillaume, est-ce qu'on peut faire le point un petit peu sur le monde des podcasts? Écoute, Spotify licencie déjà, comme tout le monde. Ça commence mal. Voilà. 6% de sa masse salariale, comme tout le monde, et en particulier pas mal de gens à Podsite et Chartable qui vont partir. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'annulation supplémentaire de podcast. Donc question contenu, les coupes restent limitées. C'est plutôt côté business. Et c'est malheureusement une mesure aussi pour dédoublonner un petit peu les postes, puisque voilà, il y a eu une frénésie de rachat les années passées. Et du coup, ça crée pas mal de redondance, parce que dans les boîtes à racheter, il y avait aussi des postes que Spotify avait déjà, quoi. Après, est-ce que la stratégie d'exclusivité poursuivie par Spotify est si positive, du coup? Et pour qui? C'est pas clair. Il y a un article de Variety qui analyse un petit peu tout ça, et on arrive à la conclusion que, à moins de faire une Joe Rogan, c'est-à-dire d'avoir 200 millions pour ça, c'est pas vraiment intéressant pour les créateurs d'être exclusifs, puisque l'audience des shows baisse en général quand ils passent un exclu. Et même pour de très grands noms, même avec des hosts célébrissimes, les auditeurs ne suivent pas forcément sur une autre plateforme. En fait, même Joe Rogan l'a vu passer, c'est pour dire. Et donc il y a de plus en plus de gros producteurs qui sont un peu frustrés par l'exclu, comme Higherground. Higherground, qui est la boîte de prod des Obama quand même. Donc c'est vraiment un gros nom, ils peuvent avoir un petit peu ce qu'ils veulent, et d'ailleurs ils se sont barrés chez Amazon. Et ils ont réussi à avoir un contrat de non-exclusivité, c'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent en fait, donc c'est assez fort. Bon, quand elle est Obama, tu vois, t'as des moyens de persuasion. Ouais. Et bon, une visibilité maximale, en fait, ça devient aussi plus critique parce que la croissance exponentielle des investissements publicitaires qu'on a vu ces dernières années dans le secteur ralentit considérablement. Donc le nombre de shows continue de croître, mais plus vite que les revenus pub. Donc en fait, il faut se partager un gâteau qui est de plus en plus petit, quoi, en relatif, tu vois. Il faut se partager un petit peu moins de fric. Et donc la bonne nouvelle, c'est que si les shows peuvent perdre de l'audience en devenant exclusifs, ils peuvent aussi en gagner ou en regagner quand ils redeviennent libres. Il donne l'exemple d'un podcast espagnol dont l'audience avait augmenté de 56% un an après la fin de son exclusivité. Donc voilà, Spotify du coup a investi un max dans le podcast. S'il y a de moins en moins d'exclusivité parce que les gens n'ont plus envie, les créateurs n'ont plus envie,
Est-ce que, voilà, comment il va gérer ça, je sais pas. Du coup. C'était un choix quand même vachement risqué, hein, quand on observait tout ça et les montants qui étaient investis pour des exclusivités. On a quand même du mal à se demander comment rentabiliser ça, hein. Donc on commence à avoir l'enseignement. On parle de... Oula, j'ai fait une bêtise peut-être avec les notes des épisodes, voilà, les notes de l'épisode. On continue, Guillaume, avec de la Nvidia RTX 4090 qui fonctionne dans des conditions extrêmes, c'est ça ? C'est idiot et c'est rigolo. Et puis on y a tous pensé, je veux dire. Il fait froid dehors et mon PC a trop chaud pour être overclocké, il veut pas, il est pas stable. Qui n'a jamais eu envie de le foutre sur le balcon, hein ? Ne serait-ce que pour lui apprendre les bonnes manières, non mais... T'as trop chaud, tu vas voir. Dès en février, tu vas voir. Je te fous sur le balcon, ça va te rafraîchir les idées, moi. Bon, malgré mes envies régulières de punir mon PC comme ça, j'aurais jamais osé le mettre dehors par moins 53 quand même. Parce que je suis pas un monstre déjà, finalement. J'ai un petit cœur tendre. Tu le respectes. Et je le respecte, effectivement. Mais pas cette streameuse chinoise qui respecte pas son matériel et qui donc doit vivre pas loin de la ville de Moé, qui a enregistré sa plus faible température depuis 69 à moins 53 degrés, de la neige partout, un vent sibérien. Les conditions idéales pour overclocker un i9 13900K. Vraiment. Donc elle a d'abord commencé par une vieille bécane pour tester à base de Core de génération 2 et sans radiateur. Hein. Le CPU est resté autour de 0 degré à pleine charge. Wesh. Donc après avoir vérifié la faisabilité relative hein, de la chose, elle a sorti la grosse artillerie, le i9, Raptor Lake et la 4090. Alors c'est bien le truc de youtubeur. Hein. Moi si j'avais une 4090, je pense pas que j'aurais le mental de la foutre dehors dans le blizzard, je crois pas. Le 13900K, il est torride comme CPU. Hein. Il est muy caliente, les 90 degrés pour lui c'est la routine. Donc après s'être rendu compte que le water cooling n'était pas une bonne idée à moins 50, elle a créé une espèce de ruche de ventilateur pour envoyer sur un gros radiateur passif sur le processeur, un petit peu à la façon de serveur. Et là, c'était la fête. Le CPU est resté autour de 10 degrés et le GPU était à moins 40. À partir de là, le truc il est monté haut, il est monté à 6 GHz, 6,8. Et avec, elle a joué au démineur. Je la déteste. Donc voilà. La vidéo mentionne bien qu'aucun matériel n'a été blessé pendant le tournage, ce qui est faux, puisqu'il y a une magnifique pompe de water cooling qui est décédée. Elle a donné sa vie juste pour faire des vues sur Bilibili. Voilà, ce monde n'a plus aucune morale. Ouais, on aurait tous aimé avoir son idée et les possibilités de le faire, mais c'est elle qui l'a fait. Merveilleux. Très bien, on continue, Guillaume, avec, tu nous le présentes, Lauren Sanchez, qui, je cite les notes de l'épisode, hein, qui s'envoie en l'air avec ses copines. C'est juste pour vous donner envie d'aller lire les notes des épisodes. Oui, écoute, ça a du bon d'être la copine de copine de milliardaire. Apparemment, tu peux avoir des voyages dans l'espace gratos, non seulement pour toi, mais aussi pour tes copines. Oui, je sais, c'est présenté sous un angle féministe. Hein. Lauren va choisir soigneusement des femmes qui ont un impact et un message à faire passer. Alors, je suis quand même réservé là-dessus, hein, parce qu'on parle pas d'une vraie mission spatiale à la Artemis, tu vois, avec des vraies femmes astronautes, scientifiques, tout ça. Non. On parle de tourisme. C'est du tourisme spatial, et du tourisme que même un non-ingénieur peut supporter. Coucou William Shatner. Donc ces vols sont des vols d'agrément hein, que millionnaire peut s'offrir pour avoir un truc à raconter en cocktail. C'est aussi des coups de promo évidemment pour Blue Origin et Jeff Bezos. Hein. Donc que ce soit des femmes, je vois pas trop ce que ça change en fait. Je vois pas trop l'avancée pour la société de propulser des people dans la stratosphère pendant 10 minutes. Hein. Je vois pas que ce soit des femmes ou des hommes, ça change strictement rien. Surtout que pendant que la jet set s'envoie en l'air, Amazon licencie à tour de bras sans apparemment que les conditions de travail dans ces entrepôts ne s'améliorent des masses. C'est pour dire, même en Angleterre, qui ne sont pas d'ordinaire les rois de la contestation sociale, ça commence à bouger. À Coventry, les travailleurs Amazon ont organisé la première grève qu'Andy Jassy ait jamais vue dans le pays. Alors, les causes du mécontentement, c'est le salaire principalement, qui est trop faiblement revalorisé par rapport au coût de la vie. Et les conditions de travail, c'est aussi des shifts trop longs, un rythme trop soutenu, qui aboutit à beaucoup trop de blessures. Et bien sûr, toujours un monitoring constant et automatisé qui est difficile à supporter et impitoyable et qui est carrément déshumanisant. Certains considèrent, je cite, que les robots sont mieux traités. Alors, je sais bien que certains pourront me dire que les deux news sont vraiment artificiellement liées, hein, et c'est pas totalement faux. Mais Andy Jassy, qui est CEO d'Amazon désormais, il a quand même été l'ombre de Bezos pendant très longtemps. Et je rappelle que ce dernier est toujours non seulement actionnaire majoritaire d'Amazon, mais président de son conseil d'administration. Donc c'est pas si artificiel que ça. Si ? Non ? Bon, on s'en fout. C'était mon coup de gueule. Très bien. Oui, bon, on pourrait taxer de mettre les news à la suite. Faites mieux. Un petit mot du côté de chez Apple, qui est capable peut-être du meilleur comme du pire en matière de surprise pour le suivi de ses appareils et quelque part pour leur portée écologique, Guillaume.
Oui, Apple souffle le chaud et le froid derrière ma nuque, voilà, j'en frissonne. Et je sais pas comment le prendre aussi, parce que d'un côté, je lis qu'ils continuent à mettre à jour des machines jusqu'à l'iPhone 5S, et ça, c'est très cool. C'est incroyable, ça. 10 ans de support, qui dit mieux? iOS 12.53.7 et macOS 11.7.3, pour être précis, sont encore mises à jour sur des larges poules de machines qu'elles supportent quand même, et ça, c'est vraiment très très bien. Alors, et je me sermonne moi-même. Modulo, les applications qui sont pas forcément installables dessus, parce que... Mais bon, l'appareil est utilisable. Voilà, c'est pas forcément... Tout n'est pas à la faute d'Apple aussi, tu vois. Bien sûr. Je me sermonne moi-même de ma sévérité abusive vis-à-vis de la pomme, et des pommes en général d'ailleurs. D'ailleurs, je mange plus de Pink Lady. Et ben patatras, voilà. Je tombe ensuite sur un article de Vice qui me dit que des milliers de MacBooks, même pas très vieux, même carrément récents et complètement fonctionnels, se font démanteler, voire foutre à la poubelle directement, juste parce qu'il n'est pas possible de les débloquer quand ils ont été protégés par Activation Lock. Alors, toutes les machines avec des T2, des puces T2 apparemment, sont tellement bien protégées qu'elles peuvent même pas être reconditionnées, c'est quand même tellement débile. Alors je suppose que le propriétaire évidemment peut débloquer sa machine avant de la donner ou de la revendre, tu vois. Mais pour être honnête, moi j'utilise pas de Mac, donc je sais pas exactement, mais voilà, le contraire me surprendrait, je pense que c'est possible. Donc a priori, c'est un faux problème, tu vois. Apple protège au max ses machines et c'est aux utilisateurs de se débrouiller. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. Pas toujours la main dans la main sur le bon coin. Les machines sont achetées et revendues et données, reconditionnées par lot, parfois des lots de centaines ou de milliers de machines, et les institutions qui bazardent ces lots, elle met à jour son matériel, elle va pas chercher à débloquer les trucs une par une, quoi, tu vois. Donc on se retrouve dans la situation débile où le nouveau propriétaire légal d'une machine ne peut pas s'en servir parce qu'il n'existe aucun moyen de prendre en charge ce type de cas. Et ça devient critique parce que, bon, déjà, Microsoft file le même mauvais coton qu'Apple, en réalité, avec ce truc-là. Et bon, avec le cycle de renouvellement à peu près triannuel des institutions, des boîtes, etc., on va se retrouver bientôt avec des wagons entiers de machines verrouillées par défaut et bonnes pour la benne. Alors si j'étais mauvais esprit, je dirais que des occasions en moins, c'est toujours des clients en plus, mais je suis pas moi comme ça. Donc je dirais que j'espère sincèrement que ce cas de figure qui a manifestement échappé aux ingénieurs d'Apple sera pris en compte très prochainement et que dans le cadre du changement vertueux de paradigme que la marque effectue pour favoriser le droit à la réparation, il va continuer d'activement supporter le second marché et l'économie circulaire. C'est bon ? C'est beau. Je suis assez gentil là ? En tout cas, c'est bien écrit. Ça pourrait tout à fait avoir sa place sur une page du site d'Apple. Ce serait très crédible. Je sais pas si tu l'as fait générer ou si tu l'as rédigé toi-même. En tout cas, elle est bien faite. Guillaume, tu parles de Microsoft, je justement. Je n'ai rien généré. C'est beau. Pour l'instant. C'est promis. Pour l'instant. pour cet épisode, ça n'a pas été bien. Bon, un petit tour. Tu cites Microsoft qui filerait un mauvais coton parce qu'il suivrait lui aussi la direction qui a été donnée par Apple sur ce sujet. Un petit mot justement dans son alliance stratégique avec un fabricant de technologie solaire, Guillaume. Ouais, Microsoft veut réduire son empreinte carbone de moitié d'ici 2030. C'est un objectif qu'il a beaucoup médiatisé. C'est pas si simple que ça parce que, bon, évidemment, il consomme beaucoup d'énergie et en fait, il n'y a pas suffisamment d'offres d'énergie renouvelable. Pour le moment, il n'y a que 20% du mix énergétique américain qui est renouvelable. Donc c'est en croissance, mais c'est une croissance qui est un peu contrariée puisque la majorité des panneaux solaires viennent de Chine. Il y a des fournisseurs qui se sont fait récemment blacklister, ça complique pas mal les choses. Donc Apple veut en gros directement financer la création d'offres en faisant un partenariat avec QCell, qui est un sud-coréen et qui a annoncé un chantier de 2,5 milliards de dollars aux US et surtout une chaîne d'approvisionnement complète, des matières premières aux produits finis intégralement dans le pays. Donc Microsoft a acheté, entre guillemets, 2,5 gigawatts de panneaux solaires à QCell. Alors c'est vraiment beaucoup, c'est de quoi électrifier une ville grande comme 2 fois Toulon. Un contrat qui est donc très important et qui est complètement en ligne avec la politique ultra-volontariste de réindustrialisation des États-Unis. La transition énergétique accélère là-bas vraiment, et alors c'est symptomatique d'ailleurs. New York annonce un projet de loi qui obligerait Uber et Lyft à avoir des flottes de voitures 100% électriques en 2030. Wow. On pourrait penser qu'ils vont hurler, et pas du tout. En fait, l'annonce était très bien accueillie par les intéressés, parce que Uber et Lyft ont applaudi à l'initiative, et disent qu'ils prennent déjà des mesures pour inciter les chauffeurs à passer à l'électrique. Bon, après, il y a des millions de chauffeurs Uber, donc les faire passer à l'électrique, tous, ça va prendre un certain temps, mais bon. En termes de transition énergétique, on est à un tournant.
Enfin, en tout cas, si on en croit Bloomberg Nef. Alors, Bloomberg Nef, c'est une branche stats et analyse des données de Bloomberg. Et j'ai pas trouvé ce que Nef voulait dire. Voilà. J'ai pas cherché 100 ans, je vous dirais, mais j'ai pas trouvé, je suis frustré. Voilà, je sais pas ce que Nef ça veut dire, ça m'énerve. Mais bon, Bloomberg Nef donc affirme que cette année, les investissements dans les technologies bas ou zéro carbone sont aussi importants que ceux pour les énergies fossiles. En gros, les deux se partagent 1100 milliards de dollars au niveau mondial, et la Chine, à elle seule, contribue à la moitié du chiffre. L'Europe, dans son ensemble, est deuxième, et les États-Unis sont troisième. Donc le solaire, l'éolien et les biocarburants ont reçu presque 500 milliards cette année. Donc il y a aussi les dépenses pour les transports électriques qui ont augmenté de 54%. 254 milliards sont allés quand même dans la rénovation et la mise à jour de réseaux électriques. Donc c'est des dépenses pour la transition énergétique qui sont en hausse, encore plus que l'an dernier. Et donc oui, on est en route, on est sur la bonne route. Et là, le souci, c'est pas tellement la direction, c'est plutôt la vitesse. D'autant que si le renouvelable a une bonne croissance, les dépenses pour les combustibles fossiles aussi. Hein. Et alors c'est un perte de vitesse, mais c'est pas parti, loin de là. En 2021, le solaire et l'éolien ont fourni 10% de l'énergie mondiale. C'est génial. Mais le souci, c'est que la consommation de charbon a battu des records, elle aussi. Et donc selon Bloomberg Nef, pour atteindre le zéro carbone en 2050, il faudrait plus que tripler ces chiffres. Alors ça rejoint d'ailleurs ce que disait l'ONU, qui disait qu'il fallait aller jusqu'à 7 fois plus vite, dans l'idéal pour éviter de se prendre plus d'1,5 degré. 1,5 degré, c'est un seuil dont on est quand même dangereusement proche. Et la situation est tellement délicate et qu'effectivement le nucléaire a fait un retour en force. Hein, c'est considéré comme l'Agence internationale à l'énergie comme un outil nécessaire, un bouche-trou dont on ne pourra pas se passer. Voilà, de ce point de vue, voilà. Dans le nucléaire, il manque aussi des fonds, parce que si on veut effectivement s'en servir à fond, il faut mettre 500 milliards de plus pour être précis, pour que le secteur soit en croissance explosive. Pas beau. Et voilà, et permettre donc d'atteindre cet objectif 2050. Oui, ça semble assez évident quand on se penche un peu sur le sujet que le nucléaire est forcément une solution bien trop idéale pour s'en passer. C'est pas qu'on soit, je veux dire, tu vois, c'est pas que ce soit une panacée non plus, hein, c'est juste un bouche-trou, c'est un mal nécessaire. Solution, quoi, c'est une solution. Il le voit comme un mal nécessaire. Pas, bien sûr. Voilà. Écoute, très bien. Et Nef, c'est Bloomberg New Energy Finance. Ah, merci, enfin. Je voulais satisfaire ta curiosité sur le sujet pendant que j'ai été chercher, j'en savais rien du tout. Allez, on part dans un tout autre sujet, celui des mentions juridiques, des mentions légales, les conditions générales d'utilisation. Guillaume, est-ce que quand tu installes une application, tu lis bien les conditions générales d'utilisation? Ne mens pas. Bien sûr que oui. Bon, moi aussi. Alors, il est grand temps qu'on se penche sur le sujet. Qui sont ces gens qui ne lisent pas les CGU? Attends, moi je lis les 40 pages réglementaires de conditions générales d'utilisation. Moi je les imprime même. Jusqu'au bout. Et je les garde. Je les cite de mon sang. Et je les cite, si jamais j'ai un problème, je m'y réfère. Bien sûr. Non, je mens, évidemment, je lis jamais rien. Moi je lis même pas les tutos dans les jeux vidéo, franchement. Et après je suis bloqué, je m'énerve parce que je sais pas ce qu'il faut faire dans le jeu. Enfin, si tu crois vraiment qu'un mec comme moi va lire les 12 pages de jargon juridique qui est juste pour jouer un FPS Ubisoft, parce que on en est là aujourd'hui, hein, tu télécharges un truc, ça y est quoi. Non, franchement, non, bien sûr que non. Et pourtant, c'est vrai que selon le Crédoc et son baromètre du numérique, 52% des internautes lisent les CGU des réseaux sociaux, et même 53% estiment qu'elles sont compréhensibles. Mais qui sont ces gens, quoi? Ou alors c'est peut-être moi, en fait, c'est ma phobie administrative. Il faut que ça soit classé en handicap à ce niveau-là, je crois. Enfin bon. Plus de la moitié des gens liraient ces trucs, hein, même si j'y crois moyen. Du reste, le baromètre a aussi plein d'autres chiffres, auxquels, du coup, on croit ou pas. Mais bon, voilà. Alors, il y a des trucs faciles dans toutes ces statistiques. 95% des gens ont un téléviseur, la moitié l'ont acheté depuis moins de 5 ans, d'ailleurs, et seulement 10% l'ont acheté d'occasion. Et seuls 20% des gens achètent leur smartphone d'occasion. Donc ça m'étonne un peu, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs, très honnêtement, parce que quand même des super affaires à faire, vu les prix en plus des téléphones neufs en général, mais bon. 92% des Français ont Internet, 82% l'utilisent tous les jours, 56% ont la fibre ou le câble, et sans surprise, ceux qui ont la fibre sont plus satisfaits des services en ligne que ceux qui ont la DSL. Bon, effectivement, 83% des gens qui ont une box Internet regardent la télé avec, sans blague, 75% des Français consomment de l'audio comme de la radio ou des podcasts, mais 65% le font le plus souvent via un poste de radio. Donc ça veut dire qu'il y a encore matière à croissance pour les podcasts, tu vois, parce qu'il n'y a que 35% des gens qui utilisent en majorité les trucs en ligne. Alors 77% des gens achètent des trucs en ligne, voilà, ok. 62% jouent à des jeux vidéo, j'aurais cru plus, tu vois. 19% ont déjà testé la VR, et 21% aimeraient s'y mettre. Donc ça veut dire qu'il y a un marché quand même encore à capter. 40% des gens ont au moins un objet connecté chez eux,
Pour 27%, c'est une enceinte connectée. Après, c'est partagé assez équitablement entre des objets pour la sécurité, la santé, la domotique ou l'électroménager. 58% des Français ne pourraient plus se passer d'Internet plus d'une journée. Alors, c'est en particulier pour les mails et les réseaux sociaux. Les Français, de plus en plus utilisateurs de tech, effectivement, comme on peut s'y attendre quand même, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise. C'est ce qui est révélé quand même à la fin du truc. Ou alors pas bien équipés, en tout cas pour utiliser le numérique comme il faut. Seuls 52% des Français, en fait, disent ne rencontrer aucun souci particulier. Ce qui fait presque la moitié quand même, hein, qui ont au moins un souci. Que ce soit la maîtrise, pour 25%, ou que ce soit un problème d'équipement, donc pas de matos trop vieux, ou alors problème de connexion, voire pas de connexion du tout. Donc des chiffres intéressants. Enfin, s'ils sont vrais, parce que franchement, les CGU, faut pas déconner, quoi. Ça, c'est la réponse blague, tu vois, c'est tellement évident que personne les lit que, je sais pas, il y en a peut-être la moitié qui a voulu faire la blague. Ce serait intéressant de savoir plus, effectivement, là-dessus. Le chiffre me semble complètement faux, mais bon. Un petit mot sur les dispositifs d'influenceurs sur Instagram, Guillaume, parce qu'il y a un projet de loi sur le sujet. Alors, il va falloir que tu m'éclaires un petit peu sur ce sujet. Dis-moi tout. Oui, France toujours, hein, du coup. Hein, France, cher pays de mon enfance, et puis du reste aussi d'ailleurs, à peu de choses près. La France, l'autre pays des influenceurs, hein, un domaine que je maîtrise absolument pas, étant donné que j'en suis absolument aucun. Mais bon, qu'ils soient sur Instagram, YouTube, TikTok ou autre, hein, il semble que beaucoup de ces stars de la vidéo utilisent leur célébrité pour vendre des trucs. Donc faire de la pub, en clair, sans le dire. Et ça, c'est quand c'est pas pour faire de la promotion de trucs chelous, voire carrément d'arnaque. Il n'y a pas que Kim Kardashian qui fait de la pub pour des crypto-poubelles. Hein. En France aussi, selon la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Répression des Fraudes, et de la concurrence aussi, et de la consommation, et puis du pain tranché sans doute, je sais pas. 60% de la soixantaine d'influenceurs français passés au crible présentent des anomalies. C'est ce qu'ils disent, anomalies. Je sais pas, ils ont 3 bras, 2 nombrils, je sais pas. Mais en fait, il semble que la norme soit, que de ces anomalies, ce soit de surtout pas dire quand on est rémunéré pour vanter ou montrer, même directement, un produit dans ses vidéos. Alors évidemment, ça fait pas très élégant de le dire, mais bon, quand tu le dis pas, tu fais de la pub sans le dire, et ça, c'est illégal. Dans le tas, il y avait aussi d'autres joyeusetés, hein, comme la promotion de conseils en paris sportifs, ou des pratiques de médecine alternative. Globalement, des trucs interdits hors ligne. Les trucs qui sont interdits hors ligne, en fait, sont aussi interdits en ligne, tu vois. Mais bon, apparemment, beaucoup d'influenceurs sont encore dans le flou. Et du coup, les parlementaires vont essayer de clarifier un petit peu tout ça. Bruno Le Maire est monté au créneau, comme on dit. Donc on verra bien ce qu'il en sort, et puis on verra bien surtout si les politiques arrivent à se mettre d'accord, parce que ça n'a pas l'air gagné en ce moment, ce genre de truc. Hein. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a déjà des dispositifs légaux qui sont très clairs et qui interdisent ce type de pratique. Bon, j'arrive toujours pas à y voir plus clair sur ce qu'apportent de nouveau ces propositions de loi, si ça permet de les remettre à la lumière des débats de tout le monde. Pour l'instant, ils s'énervent dessus. Ouais. C'est ça, pour l'instant, ils disent « Ouais, ça va pas, regardez, on a fait une stat, ça va pas. » Bon, donc ils s'énervent dessus, peut-être ça va sortir, je sais pas, des nouvelles mesures pour appliquer déjà les règles qui existent, quoi. Des policiers du web qui vont plus facilement sévir, on va savoir. On termine cet épisode, Guillaume, avec un obscur chiffre. Est-ce que c'est un obscur chiffre? T'as pas... un obscur nombre, d'ailleurs. Ouais, mais non, mais c'est normal. Enfin, En fait, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit 1, 2, 3, 713, 705. Parce que me dis pas que c'est les écritures calculatrices. Mais si. Ah, soleil, abeille, oui. Oseille. Mais oui, mais exactement. Mais aussi bolos. Enfin, des tas de possibilités. Et LOL, bien sûr, 707, ça fait LOL, bien entendu. Donc voilà. Oui, oui, parce que je suis bon. Parce que j'ai le niveau que j'ai, que veux-tu, Et bon, pourquoi est-ce que j'ai mis cette référence débile? Tout simplement parce que l'archive, donc l'Internet Archive, a mis en place un système pour émuler des calculatrices. Voilà, plein de calculatrices qui sont alors très très connues. Donc tu as des Texas Instruments, tu as aussi des HP. HP38G, je l'avais. Et voilà, donc tu as des Texas Instruments, des HP. Alors tu as la TI-73, la TI-83, la 80, la 82. T'as la HP48GX, la 49G aussi, et tout ça est utilisable directement sur Internet. Voilà, c'est un émulateur que tu peux utiliser directement, c'est assez rigolo. Il y a la Texas Instruments, principalement, il n'y a pas de Casio, c'est marrant. En tout cas, t'as la TI-92 et t'as la Voyage 200. Et moi, la TI-92, donc je l'ai eu, je l'ai toujours d'ailleurs, ma TI-92. Tu sais, la TI-92, ça a été un de mes premiers chocs technologiques. C'est parce que c'est une calculatrice capable de faire du calcul formel. Et à l'époque où je l'ai eu, donc je l'ai eu à sa sortie, hein, donc c'est pas, j'étais 95 ou un truc comme ça, je sais plus exactement, je crois que c'est 95.
Moi, je veux dire, voilà, j'étais plus jeune, évidemment, et puis bon, les ordinateurs étaient ce qu'ils étaient à l'époque, et ça me paraissait quasi magique qu'une calculatrice soit capable de faire des dérivés, des intégrales, des calculs de matrices avec des lettres, pas juste avec des nombres, tu vois. Je pensais que c'était un truc qui était super compliqué, et moi, j'avais du mal à le faire, et la calculatrice le faisait mieux que moi à l'époque, et c'était fascinant, quoi. Donc, c'est une des premières fascinations technologiques, c'est la TI 92, quoi. Trop bien, je suis en train de m'amuser avec la HP 38G là. Mais oui, c'est rigolo, c'est pas très utile, mais c'est rigolo. C'est pas très utile et je doute que vous y passiez de longues heures, mais c'est chouette, ça fait des souvenirs en tout cas. Il y a les plus jeunes d'entre nous qui se demandent bien pourquoi est-ce qu'il y avait ça. Merci beaucoup Guillaume pour toute ta veille très complète autour de... Même les lycéens modernes, ils ont des trucs comme ça. Ils ont Python. Mais il y en a même des nouvelles qui exécutent Python maintenant. Ils sont équipés Python. Okay. Ouais. Ils ont pas ça avec genre un ordinateur portable, non? Non. Au lycée, t'as des cours de Python et puis t'as des. Alors je sais pas si c'est obligatoire ou pas, ça je sais pas, mais t'as des calculatrices. T'as les nouvelles TI 83, je crois, qui font du Python. T'as les nouvelles Inspire qui font du Python. Pour vraiment Python dessus. Ouais. Bon, en fait, non, ils sauront pas tant que ça. Ils sauront plus que je ne le pensais de quoi il s'agit. J'ai hâte que mon fils grandisse et arrive au lycée, rien que pour ça. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas. Donc, comme je le disais, pour cette veille très complète autour de l'actu tech. Je pense que vous avez vraiment une vision très large de ce qu'il faut savoir dans le monde de la tech. Si vous vouliez, évidemment, les incontournables. Je vais arriver à le dire, les incontournables de cette semaine, c'est l'épisode hebdomadaire, mais je pense qu'il faut de toute façon écouter les 2 épisodes pour être bien raccord. Si jamais vous trouvez que Tech Café vous sert à quelque chose, vous divertit, vous fait passer un bon moment, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour soutenir nos productions. Et puis, bien entendu, on attend que vous puissiez réagir avec nous, que ce soit dans les commentaires sur techcafé.fr, que ce soit dans les avis Apple Podcast ou Podcast Addict, qu'on citera évidemment au fil des épisodes hebdomadaires à venir. Vous pouvez échanger entre vous et avec nous sur Discord et nous retrouver individuellement. Toi, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, moi, on va me retrouver sur mon balcon en train d'essayer d'overclocker ma TI 92 à fond. Hein. Qu'est-ce que pas mal. Chacun ses moyens. Mixer les deux, c'est beau, très bien. Excellent, merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr dans Contrôle Parental, un podcast pour la parentalité. Et puis, partout là où j'ai cité avant qu'on pouvait interagir avec nous. Donc, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.